Ok, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Sébastien Deleuze, je travaille sur le projet Spring Framework en tant que core committer et aujourd'hui je vais vous parler de null safety, donc éviter des null pointer exception en production avec deux outils que je vais vous présenter qui sont JSpecify et NullAway. Donc on va commencer par parler du problème qu'on cherche à résoudre. Le problème qu'on cherche à résoudre, je pense que vous y avez tous été confrontés si vous faites notamment du Java, c'est du coup des null pointer exception qui vont être lancés en production et que vous n'avez pas réussi à détecter lors du cycle de développement. Et on va essayer d'avoir des moyens de les détecter plus tôt. Et donc, on va prendre un exemple assez simplifié. Donc, imaginez que vous utilisez une bibliothèque qui a cette interface token extractor que vous allez utiliser dans votre application. Vous avez une méthode extract token qui prend en entrée une chaîne de caractères qui va sortir un token en sortie. La Javadoc ne nous dit pas grand-chose, ça retourne le token extrait, très bien, et donc on va l'utiliser. Donc dans notre application, on va instancier un default token extractor. On va extraire un token avec une chaîne en entrée qui peut être un peu arbitraire fournie par l'utilisateur, et on va récupérer le token et afficher la longueur de ce token-là. Donc là, vous avez peut-être déjà anticipé ce qui va se passer. On va avoir une null pointer exception, puisque du coup, là, aucun token va être retourné. Donc, token va valoir nul. Et donc, si on essaye d'appliquer .length à nul, du coup, on a cette fameuse null pointer exception, qui là est peut-être assez évidente, mais imaginez sur un projet de 10 000 lignes de code, vous avez très certainement manqué ces null pointer exception. Et donc, on va essayer de voir comment les détecter. Le problème, c'est que c'est implicite. En fait, le fait qu'une valeur, qu'une valeur de retour, qu'un paramètre, qu'un champ puisse être nul en Java, c'est quelque chose qui est possible mais qui est implicite. C'est un côté assez dynamique, comme on peut avoir peut-être en JavaScript ou en Python. Voilà, c'est un truc un peu ninja en Java. Pour savoir si c'est nul ou pas, vous devez soit vous baser sur l'auteur de la bibliothèque qui va donc vous préciser dans la Javadoc que ça peut être nul. Mais si c'est pas précisé, est-ce qu'il l'a oublié? Ou est-ce que du coup, c'est vraiment que cette valeur ne peut pas être nulle? Vous n'en avez aucune idée. Et moi, en tant qu'auteur de bibliothèque open source, je dois vous dire que du coup, la cohérence n'est pas 100% assurée dans la Javadoc. Quand c'est des cas vraiment importants, on le précise, mais des fois, on oublie. Et donc, voilà, c'est vraiment ce côté implicite qui est le problème ici. Donc, on va vouloir rendre explicite le fait qu'une valeur de retour, qu'un paramètre, qu'un champ puisse être nul ou pas. Et donc, on va le faire avec un projet qui s'appelle JSpecify, qui est un peu le successeur de la JSR 305 pour ceux qui la connaissent. C'est un ensemble d'annotations et de spécifications qui vont nous permettre d'exprimer la nullabilité explicitement dans notre code Java. JSpecify, c'est un projet qui a été dirigé par Google, dans lequel différentes entreprises, dont la mienne, ont participé. Donc, il y a VMware, Broadcom qui ont participé, il y a JetBrains, il y a Uber, il y a différents éditeurs d'IDE. Et donc, on a bossé pendant assez longtemps, 5 ans à peu près, pour sortir la 1.0. Alors, vous allez voir, 5 ans pour sortir quelques annotations, c'est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi ça a été si long. Donc, le modèle mental à avoir, c'est un modèle à 3 états. Parce que contrairement à Kotlin, où on a, du coup, c'est nullable ou non nul, et on a principalement 2 états, en Java, on va avoir besoin de 3 états, parce que l'état par défaut, c'est l'état de l'existant. On ne va pas pouvoir le changer, parce qu'on ne peut pas changer Java, sinon ça casserait tous les programmes Java. Et donc, l'état par défaut, c'est non spécifié. On ne sait pas si une valeur peut être nulle ou pas, et on doit garder cet état par défaut pour assurer la compatibilité. JSpecify, on va introduire 2 nouveaux états qui vont être nullable, ça peut inclure nul, ou non nul, ça ne sera jamais nul. Et donc, on va essayer de préciser ça explicitement. Mais vraiment, ce truc à 3 états, c'est vraiment important de voir qu'on va le garder pour des raisons de compat. Donc là, on va reprendre notre même exemple et on va donc rajouter la null safety, la nullabilité explicitement. Pour ce faire, on va rajouter une dépendance vers un bel artefact de JSpecify 1.0.0. Donc le groupe ID, c'est org.jspecify. L'artefact ID, c'est JSpecify. Et la version, c'est 1.0.0. C'est tout simple. Et donc, en ajoutant cette dépendance dans votre projet, vous allez avoir accès à des annotations. Par exemple, @nullable. Et donc, @nullable, ça va nous permettre d'expliciter le fait que du coup, la valeur de retour peut être potentiellement nulle. Et donc, si on va voir dans la Javadoc, vous allez voir qu'il y a 2 choses importantes. Target, c'est où peut s'appliquer cette annotation, et c'est sur l'utilisation des types. Je vais y revenir un petit peu après.
Et ensuite, c'est où est-ce que je peux l'utiliser. On peut l'utiliser pour les champs, on peut l'utiliser pour les valeurs de retour, pour les paramètres et même sur les types génériques. Et donc, on va essayer de voir dans cette session les différents cas d'utilisation. Et on va aussi préciser ici donc, que notre paramètre il est non nul, puisqu'on veut préciser, encore une fois, on a 3 états, donc par défaut pas spécifié. Nullable, ça peut être nul, non nul, ça peut jamais être nul. Et donc, c'est comme ça qu'on va tout préciser. On répète ces annotations sur l'implémentation parce que OK. L'implémentation, du coup, on doit répéter les annotations parce qu'on pourrait vouloir écraser ce qu'on a défini sur l'interface pour l'affiner, pour le redéfinir. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez que là, on a maintenant une erreur dans l'IDE, en l'occurrence la IntelliJ IDE, qui nous dit, attention, l'invocation de la méthode lens pourrait produire une null pointer exception. Et donc, on a un début d'information. Alors là, c'est du warning dans l'IDE, on va faire mieux après, mais c'est un début d'information pour nous dire, attention, avant le déploiement en production, on a l'information comme quoi là, il y a un danger. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi ne pas utiliser optional. Optional, c'est un type qui est dans le JDK. Il est fait pour exprimer l'absence ou non de valeur. Il y a plein de gens qui l'aiment bien, notamment ceux qui aiment bien la programmation fonctionnelle. Donc moi, je ne suis pas un ennemi d'optional, mais par contre, ce n'est pas utilisable partout. Optional, c'est utilisable pour certains cas d'utilisation, pas pour tous. La première raison, c'est que en attendant Project Valhalla, il y a un overhead, parce que du coup, ça va être un wrapper, et donc si vous mettez ça comme valeur de retour, il va y avoir un coût en termes de conso mémoire, de CPU, etc. Surtout si vous le mettez partout. Ensuite, vous allez casser vos signatures d'API, puisque du coup, au lieu de renvoyer string ou T, vous allez renvoyer optional de string ou de T. Donc du coup, ça veut dire que vous allez péter toutes vos API. Si vous faites des bibliothèques, tous les utilisateurs vont devoir adapter l'utilisation de cette API. Et nous, dans Spring, du coup, l'enjeu, c'était aussi de rajouter la null safety sans péter les API que tout le monde utilise dans les applications Spring Boot. Et donc, avec Optional, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, pour certaines nouvelles API, quand c'est adapté sur le routing fonctionnel, par exemple, on utilise Optional, parfois. Mais pour la plupart des API existantes, on ne l'utilise pas parce que ça serait casser nos API. Et sans parler de Spring, même le JDK, imaginez le JDK pour qu'il soit null safe, il ne va pas se mettre à retourner Optional de partout. Ça pèterait tous les programmes Java de la Terre, c'est impossible. Et donc, voilà, pas utilisable de partout. Troisième point, et c'est précisé dans la Javadoc d'Optional, c'est pas moi qui le dis, Optional, il est fait pour les valeurs de retour. Il n'est pas fait pour les paramètres, il n'est pas fait pour les champs. Donc, s'il vous plaît, ne les utilisez pas pour ça. Vous avez le détail dans la Javadoc et il y a différents articles qui expliquent dans le détail pourquoi. C'est fait pour les valeurs de retour. Et ensuite, ça, c'est plus un goût, mais donc ça augmente la complexité du code et de vos API, et donc c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Donc, Optional des fois, mais certainement pas une solution magique pour tout. Deuxième question, dans le top 2 des questions qui sont posées, pourquoi pas une autre annotation nullable? Il y en a plein. Alors, on avait jusqu'à maintenant une annotation nullable dans Spring, qui était méta-annotée avec les GCR 305, mais donc c'est quelque chose qui va être remplacé par les annotations JSpecify que je vous propose aujourd'hui dans Spring Framework 7. Vous aviez les variantes de JetBrains, vous avez les variantes de Jakarta, vous avez les variantes de... Il y en a vraiment plein de la GCR 305 d'ailleurs. En fait, JSpecify, c'est des annotations, mais c'est aussi tout un travail qui a été fait sur la documentation et les specs. Et c'est sur les specs qu'on a bossé pendant 5 ans. C'est un peu sur les annotations, on s'est un peu battu sur le nom du package, etc. Mais surtout, les sémantiques qu'il y a derrière, elles sont pas obvious. Elles sont vraiment assez fines, notamment sur la nullabilité des types génériques, par exemple. Je peux vous assurer que ça a été du boulot pour définir tout ça. Et donc, vous voyez que les spécifications JSpecify, en fait, elles sont assez longues. C'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de comprendre si vous utilisez JSpecify, mais pour ceux qui implémentent les outils NullAway, IntelliJ Eclipse, etc., ça leur explique, quand ils implémentent des checkers, quel doit être le comportement. Et comme ça, on a une implémentation qui a les mêmes sémantiques, le même fonctionnement, idéalement les mêmes erreurs. Et comme ça, on a défini du coup les sémantiques qu'il y a derrière JSpecify. Et c'est ça qui a été long, c'est ça qui a pris 5 ans. Et c'est ça la valeur du projet. Voilà. On veut aussi essayer de limiter le bruit dans le code. C'est vrai que si vous mettez des annotations partout dans votre code, ça va être un peu indigeste. Et heureusement, il y a une valeur par défaut qui est pertinente, qui est d'ailleurs ce qu'a choisi Kotlin. C'est que par défaut, dans un monde idéal, on voudrait que par défaut, quand rien n'est spécifié, c'est non nul, et qu'il y a uniquement ce qui est nullable que je précise avec @nullable. Parce qu'en gros, on a, je sais pas, ça dépend des projets, mais en gros 10% des cas nullable et le reste est 90% de non nul. Donc du coup, ça pourrait être cool qu'on précise uniquement le cas un peu exception.
Et donc, du coup, dans notre projet, vous voyez que là, on a notre nom de nul et on va, du coup, définir un défaut au niveau du package. C'est ce qu'on fait dans Spring. Vous pouvez aussi le définir au niveau de la classe, à différents niveaux. Nous, dans Spring, on a choisi, et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de le définir au niveau du package en créant un package info.java, en annotant avec @nullmarked le package en question. Nullmarked, ça veut dire par défaut, tout est non nul. Et si tu veux que ce soit nullable, tu le précises explicitement avec une annotation. Donc ça change pour le package en question et c'est pas transitif. Donc c'est pas les sous-packages, c'est uniquement le package. Faut faire ça par sous-package. Voilà. Là, je vous montre les différentes annotations. Donc il y a 4 annotations quand même. On a bossé 5 ans pour ces 4-là. Donc non nul, nullable, on les a vus. Nullmark, c'est pour dire par défaut, dans ce scope, package, classe, c'est non nul. Et null unmark, c'est pour dire attention, peut-être dans cette classe ou dans cette méthode, je repasse en mode par défaut unspecified. Pour certains cas de compatibilité, etc., ça peut être utile. En vrai, vous allez surtout utiliser nullmark au niveau des packages et nullable et non nul. Alors surtout nullable, puisqu'en fait, là, par défaut, input, le string input, il est non nul avec notre nullmark au niveau du package. On fait pareil au niveau de l'implémentation, parce que du coup, il n'y a plus besoin de faire ça. Et le but, ça va être de préciser l'annulabilité de partout au niveau des API. Et donc, si je vais dans mon main, que j'essaye de passer nul, on vérifie qu'on a bien un warning. OK, on a bien un warning, ça veut dire que le nullmark s'applique par défaut. Le paramètre n'est pas annoté, mais il bénéficie du défaut défini au niveau du package. On est content. Et du coup, le code, il y a moins de bruit. On a juste annoté le nullable et c'est tout. Donc, c'est pas mal. Alors, il y a des choses un peu étranges et je vais peut-être apprendre des choses même aux développeurs seniors dans la salle. Pour info, dans l'équipe Spring, même les développeurs les plus seniors que je connais, je ne citerai pas de nom, ne connaissaient pas les spécificités que je vais vous présenter aujourd'hui et moi-même, j'en avais aucune idée. C'est des choses qui sont définies depuis Java 8 dans la spec, mais qui sont très très peu utilisées. Les annotations nullable et non null de gspecify, elles sont annotées target type use. Ça, c'est pour dire qu'on peut les utiliser. Si vous voulez, l'annotation va s'appliquer sur l'utilisation du type. Alors, c'est défini par la spec Java. Et donc, ça va donner lieu à des choses. Vous voyez, là, quand on dit nullable string, c'est un peu conceptuel ce que je vais vous dire, mais on n'annote pas la valeur de retour, on annote le type de la valeur de retour. Et en fait, Java fait la différence un peu entre les deux. Et donc, concrètement, ça ne va pas tout changer pour vous. Juste, nous, on vous conseille plutôt de changer de ligne, en fait, de le mettre directement sur la même ligne pour bien signifier qu'on annote le type. Mais il y a 2 cas où on a une syntaxe un peu bizarre, surprenante, étonnante. C'est quand on a des fully qualified type avec le package, là, erreur. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? En fait, on a une erreur. OK, la notation n'est pas applicable à cet endroit. Et en fait, la spec Java, c'est pas gspecify, la spec Java indique qu'on doit mettre la notation après le dernier point du package. C'est dans la spec Java, regardez, depuis Java 8. Ça fait bizarre. Voilà. Moi, j'étais pas au courant. Ça pique au début, et là, j'ai les yeux qui saignent un peu moins. On s'habitue. Voilà. Deuxième cas avec la syntaxe bizarre, les types imbriqués. Donc là, on a créé un type imbriqué. On va vouloir annoter un champ, parce qu'on peut aussi annoter les champs avec gspecify, avec notre annotation @nullable. Et là, drame, on a une erreur similaire. Et donc là, même punition, on va devoir placer la notation tout près du type en fait qu'il annote. Donc conceptuellement, on peut peut-être voir un petit peu l'intérêt. Et je vous jure que voilà, il y a un intérêt parce que potentiellement, on pourrait avoir 2 annotations, une qui cible le champ, l'autre qui cible le type du champ. Donc voilà. Dans ce cas-là, on s'en fout, mais il pourrait y avoir des cas où c'est utile de différencier. Voilà, vous êtes au courant voilà, vous pouvez, si vous discutez avec un senior architecte, si vous voulez le piéger dans un petit questionnaire, je vous conseille une question sur le sujet, ça marche à chaque fois. Alors les warnings dans l'IDE c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est, on est en Java, on veut avoir un truc statiquement typé, on veut casser le build s'il y a une incohérence, s'il y a une erreur en termes de null safety, comme c'est le cas en Kotlin. On veut que notre CI elle soit rouge si jamais on a oublié de préciser une annotation nullable, sans quoi on n'a aucune garantie que ce qu'on envoie en production, ce sera le cas. Et pour tout vous dire, sur Spring Framework 5 et 6, avec l'équipe Spring, on corrigeait les erreurs de null safety dans l'IDE. On n'avait pas encore de build, de check au niveau du build. Et là, récemment, on a introduit ces checks au niveau du build et je peux vous dire qu'on a corrigé beaucoup, beaucoup plus d'erreurs et que surtout maintenant, on a une garantie à vous offrir comme quoi c'est vraiment validé lors de la compilation. Donc pour ce faire, on va utiliser Nullaway, qui est un plugin et qui va interpréter les annotations gspecify pour casser le build si jamais vous ne respectez pas les contraintes. Donc là, on va faire un test en faisant un build de Gradle
qui va passer malgré, on voit le warning au niveau de la null safety sur token.length. Donc là, il n'y a rien qui est détecté, puisque le compilateur Java n'a aucune idée des sémantiques de gspecify. Donc on va ajouter un plugin qui est donc error prone, parce qu'en fait, NullAway, c'est une extension d'error prone, qui est un plugin de vérification de code créé par Google, un annotation processor. Donc on déclare le plugin Gradle, il y a aussi un plugin Maven si vous le voulez. On déclare la dépendance error prone, et on va déclarer l'extension, donc NullAway, qui va donc nous permettre de faire ces vérifications-là. On va ensuite configurer NullAway pour lui dire 2-3 petites choses, enfin configurer error prone plus exactement, pour dire que du coup error prone il a plein d'autres checks, donc ceux-là on veut pas les activer, on veut se concentrer sur NullAway. On veut que NullAway fasse les vérifications uniquement sur le scope, en l'occurrence nous les packages qui sont annotés avec nullmarked, et on veut que ce soit pas des warnings, on veut que ce soit des erreurs, parce qu'on veut que ce build-là il pète si jamais on a des incohérences. Ok, donc là on est bon, on a mis à jour l'IDE pour prendre en compte la config Gradle, et donc on va relancer le build, et là, normalement, c'est rouge. C'est rouge puisque du coup, NullAway va vérifier que du coup, effectivement, là il y a un risque de null pointer exception, et donc du coup, le code là n'est pas sûr, et donc on pète le build, la CI est rouge, on est au courant. Ok. Donc le but, c'est on va pas faire disparaître les null pointer exception de manière magique, automatique. Il va falloir bien sûr traiter ce code. Hein. Le but, c'est voilà, il va falloir traiter ce cas-là. Et donc on va essayer de rendre notre code null safe. Donc là, il n'y a pas de formule magique, ça dépend de votre cas d'utilisation. Là, en l'occurrence, on va faire un truc assez basique, hein, mais souvent c'est un peu dans ce style-là. Donc on doit gérer le cas pour nul et le cas pour non nul, et donc appliquer le traitement qui va bien. Donc si c'est nul, du coup, bon, on va afficher pas de token, très bien. Et donc, dans la branche du else, on sait by design que du coup, token ne sera pas nul. Et donc là, on peut faire notre token.length, etc. Et souvent, c'est ça. C'est appliquer un traitement. Si c'est nul, envoyer un message d'erreur, afficher quelque chose, effectuer un traitement alternatif pour que sur l'autre branche, on soit sûr de notre coup et qu'on ait voilà, aucun problème sur le token.length dans ce cas-là. Alors, là, on a vu des cas simples où on s'occupait de l'annulabilité uniquement des types, voilà, au niveau des valeurs de retour, des paramètres. Maintenant, on va définir de manière un peu plus fine l'annulabilité au niveau des tableaux. Si vous avez un tableau avec des éléments, si vous mettez nullable dessus, est-ce que c'est le tableau qui est nul ou est-ce que c'est ces éléments ou est-ce que c'est les deux? Voilà. Et bien là, vous allez encore avoir droit à une belle syntaxe Java sympathique, mais là, pour le coup, je pense qu'elle est plus facilement appréhendable, même si ça pique un peu les yeux au début. Donc là, on va activer le super mode de NullAway, c'est-à-dire le gspecify mode, pour qu'il effectue des vérifications supplémentaires. Parce que tout ce qui est vérification sur les types génériques, tableaux, c'est plus avancé, ça a des contraintes un peu supplémentaires. Donc on active le gspecify mode et on va utiliser une version plus récente de Java, au moins Java 22, la Java 24, parce qu'on a besoin de bug fixes qui ont été faits dans les dernières versions du compilateur. Mais on va bien sûr garder notre baseline, nous dans notre cas Java 17, pour ne pas changer les prérequis dans votre projet. Donc on peut différencier la version du compilateur du niveau de bytecode qui est généré. On va changer notre valeur de retour pour que ce soit un tableau de token. Voilà. Et donc là, on a plusieurs possibilités. Là, on a, si je mets nullable des deux côtés, ça veut dire que et mes éléments et mon tableau sont nullable. Si j'ai cette syntaxe, ça veut dire que mon tableau est nullable, mais pas les éléments. Mais donc là, dans mon cas, moi, ce que je veux, c'est que les éléments soient nullable, mais pas le tableau. Parce qu'il y a vraiment, on peut définir la nullabilité sur le tableau ou les éléments du tableau. Il y a deux notions, en fait, à définir ici. Et donc, on va redéfinir exactement la même chose au niveau de notre implémentation. On va créer une implémentation qui donne un intérêt assez limité, mais c'est juste pour l'exemple que je vous montre. Donc, on transforme notre tableau en stream. On va du coup faire un split sur la virgule. On va transformer les éléments pour transformer les éléments vides les chaînes de caractères vides en éléments nuls. Enfin, une fois, peu d'intérêt, mais c'est pour notre exemple. Et on va retransformer ça en tableau. Et voilà. Donc là, ça c'est vraiment important à comprendre conceptuellement. Quand on a un tableau, l'annulabilité elle est définie à deux niveaux. Au niveau du contenant, le tableau qui lui-même peut être nul. C'est pareil pour les varargs. Hein. Les varargs, il y a le tableau qui est derrière qui peut être nul, ou alors chaque élément individuel peut être nul, et on va définir les deux notions avec cette syntaxe qui est également définie au niveau de l'aspect Java. Donc là, quand on a nullable de string crochet, ça veut dire que les éléments du tableau sont nuls. C'est pour ça que c'est le string qui est annoté, c'est l'élément.
et le crochet représente le tableau, et donc le tableau peut être nullable ou pas. Voilà, ça pique un peu au début, mais pour le coup, ça fait pas mal sens au bout d'un moment. Il n'y avait pas d'autres possibilités en termes de syntaxe pour pouvoir différencier les deux. Et si vous avez utilisé la JSR 305, il y avait pas mal de flou sur ces questions et en fait, il n'y avait pas de séparation de concepts comme ça assez clair. On a également un autre motif d'amusement qui sont les generics. Donc là, je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'on peut aller assez loin, mais c'est intéressant de voir un petit peu le principe. Donc, gspecify permet de préciser l'annulabilité au niveau des types génériques de manière assez poussée. Et donc là, on va avoir un exemple. On va utiliser un wrapper pour le type de retour. Donc un wrapper de string. Exemple tout simple. Si on regarde du coup notre code, il va juste unwrapper le résultat et traiter le résultat. Et donc, on va regarder d'un peu plus près notre classe wrapper. Pour l'instant, wrapper, là, il gère, il bénéficie du défaut qu'on a mis au niveau du package, qui est donc tout est non nul, y compris les types génériques. Et si je veux potentiellement gérer des types nullable ou pas en fonction de l'utilisation, je vais écrire wrapper de t extend nullable de object. Ça va me permettre de rendre wrapper un peu passe-partout. Je vais pouvoir l'utiliser pour du nullable ou pas. Et l'endroit où je vais définir ça, c'est sur l'utilisation. Là, je vais écrire wrapper de nullable de string parce que là, je veux que le string, la valeur soit nullable. Je vais le faire également au niveau à d'autres endroits. Et donc voilà, nullable, ça définit que c'est nullable. Et sinon, c'est le défaut défini au niveau du package qui prenait le pas. Là, j'écris du label également. Et donc, du coup, dans mon application, dans mon main, je vais avoir du coup les sémantiques qui sont bien respectées. Donc là, si je ne le mets pas à tous les endroits et que je lance un build null away, il va me dire non, c'est incohérent, débrouille-toi pour mettre nullable de partout ou nullable nulle part, mais donc du coup, c'est pas bon. C'est pour ça qu'en général, il est assez fort pour détecter les incohérences. Vous devez être cohérent dans l'ensemble de votre application. Et donc, voilà. Generics, il y a plein de sujets à voir, mais en gros, c'est le cas d'utilisation basique où en fonction de l'utilisation, on peut faire du nullable ou pas avec cette syntaxe extends. Alors, c'est pas que pour du Java, donc là on va annoter le Java, Kotlin il s'en fout parce que du coup il a déjà la null safety. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir de Kotlin 2.1 je crois, Kotlin, le compilateur Kotlin va automatiquement comprendre les annotations gspecify et transformer ça en null safety Kotlin. Donc ça veut dire que si vous faites ce travail d'annoter votre base de code avec votre bibliothèque, hein, c'est surtout pour les libres que c'est intéressant là, ça va rendre votre bibliothèque compatible Kotlin, plus idiomatique du point de vue Kotlin, sans avoir la moindre configuration à faire, c'est automatique. Donc là, si on a un main en Kotlin, donc là c'est la version traduite en Kotlin, et vous voyez que token, il a un point d'exclamation. Je vous ai dit tout à l'heure que Kotlin avait principalement 2 états, en fait il y en a 3. Parce qu'ils ont dû garder cette notion de nullabilité non spécifiée, ça s'appelle en Kotlin les platform types. Et c'est symbolisé par ce point d'exclamation qui dit en gros, du coup, cette valeur string, elle arrive d'une API Java. Du coup, la nullabilité, elle est non spécifiée. C'est pas le par défaut, pas Kotlin sans rien qui est non nul, c'est pas le nullable avec un point d'exclamation, point d'interrogation. C'est je sais pas. Et du coup, vous voyez que le compilateur Kotlin, là, sur le token.length, il est incapable de nous dire qu'il va y avoir null pointer exception parce que ça vient de Java et que la nullabilité, elle est inconnue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est extrêmement simple, c'est qu'on va prendre notre token extractor, on la note avec nullable, et là, sans aucune config, sans rien du tout, si on retourne voir dans notre main, le point d'exclamation s'est changé en point d'interrogation. On voit l'erreur de compilation au niveau du token.length, et je vais être dans l'obligation de fixer cette erreur. Et donc, du coup, à peu de frais, j'ai rendu ma bibliothèque Kotlin friendly. Et donc, tous les gens en Kotlin vont bénéficier de ce côté null safety également sur ce beau langage qui est Kotlin. Alors maintenant, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur Spring. Parce que du coup, nous, sur Spring, on a du coup commencé ce travail il y a un certain nombre d'années d'aller vers la null safety, mais on va passer la vitesse supérieure là sur Spring Framework 7, qui va correspondre à la version que vous aurez avec Spring Boot 4. Et je vais vous en parler un peu plus. Alors c'est marrant parce que du coup, il y a la partie null safety, c'était un sujet un peu niche jusqu'à récemment. Et là, j'étais content. Alors c'est peut-être juste parce que j'ai fait un très très gros commit sur Spring et que les gens ont bien aimé que j'ai fait un commit que j'aurais pu bien sûr séparer en plusieurs, mais de 3458 fichiers modifiés, parce qu'en gros, quand on annote une base de code et qu'on veut tendre vers le zéro erreur, du coup, ça modifie pas mal de choses. Mais on ne pète pas les API, c'est-à-dire que vos API, c'est les mêmes. La Javadoc, elle a à peu près la même tête, c'est juste qu'il y a les annotations en plus qui ajoutent le côté null safety sans casser
la compatibilité des API, puisque le but de Spring, c'est évidemment d'éviter que vous ayez à tout réécrire. Et donc, bon, c'était peut-être juste pour le nombre de fichiers modifiés, mais en tout cas, ça fait un peu de bruit. Et donc, je vais vous montrer en gros, quand on utilise Spring Framework 7, qui est la version qui arrivera en novembre de cette année, basée sur gSpecify, du coup, ce que ça donne. Donc là, je vais ajouter dans mon projet exemple une dépendance Spring Web. On va utiliser un client HTTP pour faire un truc assez basique, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle autre API Spring. C'est juste pour vous montrer le principe. Et donc là, on ajoute Spring Web. Donc là, on en est... voilà, je mets la milestone 3, mais il y a des milestones plus récentes qui ont été réalisées depuis. Ensuite, on va aller dans notre main et on va utiliser un client HTTP qui s'appelle REST Client, qui est le successeur de REST Template pour ceux qui font du Spring. Et donc, c'est un client HTTP qui va me permettre de faire différentes choses, notamment envoyer des requêtes, etc. Donc là, on crée un builder, on dit qu'on va taper un site avec un domaine quelconque, et on va envoyer une requête GET pour récupérer des données distantes et essayer de traiter le résultat. Donc là, on va récupérer un body, on envoie une requête de type GET, on va taper une URL quelconque. Donc là, ça va être un endpoint qui s'appelle maybeEmpty. En pratique, c'est souvent moins explicite, mais c'est pour l'exemple. On récupère le résultat et on récupère le body sous forme de chaîne de caractères. On pourrait le serialiser avec Jackson, etc., mais ça serait à peu près la même chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'on s'est embêté à tout annoter, là, on a un body qui est nullable, parce qu'il peut y avoir un body, il peut ne pas y en avoir, et du coup, potentiellement, cette méthode peut retourner nulle s'il n'y a pas de body du tout. Et donc, concrètement, quand vous allez utiliser et récupérer ce body, je peux vous dire que sans annotation, la plupart des gens traitent comme s'il y avait toujours un résultat, et du coup, vont avoir une pointer exception potentiellement en production. Bah, du coup, là, si vous essayez de faire un body.length, vous aurez un null pointer exception sur ce endpoint particulier qui ne renvoie pas de résultat dans le body. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si mon endpoint, comme la plupart du temps, renvoie un contenu, comment je fais? Bah là, à ce moment-là, donc imaginons qu'on tape un endpoint neverEmpty, vous avez des méthodes qui vont permettre de dire à gSpecify, au compilateur, etc., ce truc-là sera jamais nul, je m'en porte garant. Par exemple, objects.requireNonNull, qui est une méthode fournie avec le JDK. Ça, NullAway, IntelliJ IDEA, Eclipse les comprennent. Et donc, du coup, vous n'aurez pas d'erreur. Parce que là, vous envoyez un signal fort, explicite, comme quoi vous savez ce que vous faites. Mais vous pouvez aussi utiliser des API Spring qui ont un fonctionnement là un peu différent, mais c'est pour vous montrer. On va faire un assert.state. Donc là, on veut lancer une illegal state exception si jamais ce truc-là est différent de nul. Ou d'ailleurs, ça devrait être égal à nul. Bref. En tout cas, du coup, on va utiliser une notation addContract, qui est donc si l'expression fournie est fausse, alors on va lancer une exception. Ce qui veut dire que le code qu'on aura après, forcément, c'est non nul, puisque du coup, on a fait ce check auparavant. Et donc, du coup, on va devoir configurer par contre NullAway pour lui préciser que notre annotation contract, qui est un supplément à gSpecify fourni avec Spring, pour qu'il le comprenne. Pour info, c'est inspiré d'une annotation de JetBrains qui fait à peu près le même fonctionnement. Et donc là, vous voyez que du coup, notre IDE, il va comprendre que du coup, après un appel à assert.state, on sait que body n'est pas nul, et donc du coup, pas d'erreur. Voilà. Et donc avec contract, vous pouvez préciser des choses supplémentaires pour tendre vers le zéro erreur, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas exprimer simplement sans cette capacité supplémentaire. Peut-être qu'un jour, gSpecify va standardiser un truc équivalent à addContract, peut-être un petit peu plus spécifique, mais ce n'est pas encore le cas. On y travaille. Alors là, on va continuer à aller un peu dans le détail sur, en pratique, quand vous allez l'utiliser, c'est quoi les soucis que vous allez rencontrer. La lazy initialisation. Donc là, c'est du coup, on va créer une classe qui a un champ qui va être initialisé, mais pas à la création, pas lors du constructeur. Donc là, on va créer une nouvelle classe qui s'appelle lazyInitBean, qui va implémenter une interface Spring qui s'appelle initializingBean, qui en gros va initialiser, c'est le Spring Framework qui va initialiser cette classe à un certain moment du cycle de vie de l'application context. Et donc, on va ajouter un string field. Et ce truc-là, à la création, on ne l'initialise pas. On va le faire lors du after property set. Et on ajoute un getter. Le getter, il est non nullable puisqu'on sait que Spring va l'initialiser après la création, etc. Et quand on va l'utiliser en pratique, ça sera non nul. Mais du coup, on l'initialise après. Il y a plein de cas, même non Spring, qui utilisent ce genre de pattern. Et donc là, si on lance un build, eh ben, ça va péter.
ça va péter, puisque du coup, on n'a pas initialisé field, donc il va être à nul, et donc on ne satisfait pas le contrat qui est au niveau du package où on a dit null marked. Du coup, très bien, on se dit super, je vais corriger cette erreur, je vais la noter at nullable. Ok, super, je la note at nullable, je relance mon build, et là, je me reprends une nouvelle erreur, et donc je suis un petit peu bloqué, puisque là, on a incohérence entre le field qui est nullable et la valeur de retour qui ne l'est pas. Mais pourtant, dans la plupart des cas, je veux du truc non nullable pour le retour. Donc là, il n'y a pas de solution magique, mais du coup, il y a un suppress warnings un peu particulier qu'on utilise dans ce genre de cas, qui est nullaway.init, qui va dire exactement ça. C'est, bah voilà, là, j'ai pas de méthode super propre pour gérer ça. Donc j'informe nullaway, et IntelliJ va bientôt comprendre ce genre de choses automatiquement, que du coup, bah, c'est de là les initialisations, et que même si d'un point de vue purement compilation, c'est pas tout à fait carré, en pratique, je veux garder mon getter qui est non nullable, avec du coup un field qui va être initialisé un peu après la création de la classe. Et donc, voilà. Vous pouvez aussi utiliser suppress warning sans le point init, juste suppress warning nullaway. Si vous avez un bug nullaway, par exemple, bah, nous, ce qu'on fait, c'est quand on voit un bug nullaway, on met un suppress warning nullaway avec la référence du bug. Et puis, comme ça, après, quand c'est corrigé, on le fixe. Le point init, c'est juste une variante spécifique pour ce cas-là qui est assez fréquent. Une manière de corriger ce genre de problème de manière vraiment fiable et durable, c'est potentiellement une nouvelle fonctionnalité de la JVM qui est donc du JDK qui est Stable Values, qui va être une construction particulière qui va permettre d'avoir les mêmes avantages en termes de performance qu'un champ final, mais d'avoir une initialisation qui peut être décalée dans le temps et arriver après. Et là, on aura vraiment des sémantiques fortes au niveau du JDK et du compilateur Java pour vérifier ces choses-là. Et quelque part, ça permettra sans doute de résoudre ces problèmes de lazy initialisation, puisque avec les stable values, on sait que quand on récupère la valeur, elle est définie. Le compilateur s'en sera assuré. On n'a pas d'impact en termes de performance, comme on a quand on enlève le qualificatif final. Et donc voilà, ça mettra juste un petit peu de temps à arriver. Donc là, ça va arriver a priori dans la 25. Je ne sais pas si c'est en preview ou pas, mais voilà, il y a des choses qui vont arriver dans le JDK pour gérer ce genre de cas de manière un peu plus propre. Et donc, le travail qu'on est en train de faire avec mes collègues, notamment Stéphane et Brian qui sont dans la salle, c'est du coup de fournir des API null safe sur Spring Boot 4.0, mais également tout le portfolio. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, c'était principalement Spring Framework et un peu Spring Data qui était annoté. Là, le travail qu'on est en train de faire, et je ne m'engage pas sur on arrive à 100% au mois de novembre, on est en train de bosser dessus, c'est que la grande majorité des API de Spring, Spring Data, Spring Security, Spring Boot, Spring Framework, etc., sera annotée avec GSpecify, avec les avantages que je viens de vous présenter, pour vous fournir du coup plus de chances d'avoir zéro null point exception en production. En tout cas, en ce qui concerne ce qui vient des API Spring. Donc ça, c'est un gros boulot. Au passage, on corrige plein de bugs. Donc, on m'avait posé la question récemment, est-ce que vous avez corrigé des bugs dans Spring en rajoutant ces annotations? Oui. Je n'ai pas de chiffres à donner, mais des douzaines et des douzaines. Enfin, c'est vraiment beaucoup de bugs. Alors, certains n'étaient pas vraiment accessibles à partir des API publics, mais en tout cas, c'était des bugs potentiels parce que, du coup, à l'échelle d'une base de code de plusieurs dizaines de milliers de classes, bah, du coup, il y a des incohérences, il y a des choses que vous ne gérez pas, vu que tout était implicite, même avec des très bons développeurs. Voilà. Vous n'êtes pas un compilateur, donc du coup, vous n'arrivez pas au même niveau de qualité. Et donc, du coup, ce qu'on va aussi vous encourager à faire, mais là, c'est vraiment vous qui décidez, hein, il n'y a aucune obligation d'achat, c'est de vous encourager à faire de même sur vos applications. Puisque si dans vos applications, vous annotez votre code avec gspecify, checker avec nullaway la compilation, si Spring Framework 7 et Spring Boot 4 ont leurs API annotés avec gspecify, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que vous ayez des null pointer exception en production, peut-être avec les bibliothèques supplémentaires que vous utiliserez, des bibliothèques third party, etc. Mais vous avez beaucoup, beaucoup moins de chances, vous allez tendre vers un risque zéro d'avoir des NPE en production. Et ça, on parlait de robustesse en keynote ce matin. Bon, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Là, il n'y a pas d'avantage en termes de performance, en tout cas pour l'instant. Vous allez voir dans le slide après, il y en aura après. Mais du coup, en termes de robustesse, on est sur un truc qui vous permet d'être beaucoup plus sûr de ce que vous livrez en prod. Et donc, ce que j'aime bien conceptuellement, c'est qu'on transforme, alors le nul, c'était appelé The Billion Dollar Mistake par son créateur. C'est peut-être The Trillion Dollar Mistake, parce qu'en fait, je pense que le coût, il est largement sous-estimé.
on transforme the billion dollar mistake en une abstraction zéro coût, un peu comme ils font en Rust, qui nous permet d'exprimer l'absence potentielle de value, parce que nul, de toute façon, il y est au niveau de Java, on ne va pas le supprimer, ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir enlever, mais par contre, là, le twist qui est intéressant, c'est qu'on transforme un défaut en une fonctionnalité qui a aucun coût en termes de runtime et qui nous permet d'avoir un code plus sûr et aussi d'unifier un peu les mondes, Kotlin Java, etc. Donc, moi, j'aime bien ce genre de win, même si c'est quand même un peu de travail. Et donc, je disais qu'il n'y avait pas d'augmentation de performance. Et ce matin, à la keynote, on a parlé de la robustesse ou performance, il faut choisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une JEP, alors qui est encore en draft. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Mais en gros, qui vise à introduire les types null restricted. Mais en gros, c'est ce que je viens de vous présenter, avec en gros un truc à 3 états, non spécifié, nullable, non nul, au niveau du système de type de Java. Et donc, du coup, ça reprend certaines idées de concepts qu'on a développés là dans la présentation avec Nullaway. La syntaxe sera un peu différente, un peu différente de Kotlin d'ailleurs. En gros, on va arriver à un truc à 3 états, donc par défaut, c'est unspecified, hein, comme ce que je vous ai expliqué. On ne va pas changer le défaut. Foo pour l'interrogation, ça sera nullable. Et vu que Java, ils ne veulent pas modifier la signification par défaut, même en mettant un truc au niveau des packages, donc il y aurait un foo point d'exclamation qui serait l'équivalent du non nul ou du null mark par défaut, qui est ce truc-là peut pas être nul. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, ça peut arriver au niveau du système de type de Java. 2, qu'il y a des checks au niveau compilation, que cette information-là sera stockée au niveau du bytecode, etc. Donc, on est en next level, on peut y avoir des utilisations au niveau du runtime. Et surtout, il y aura des optimisations, c'est-à-dire que quand un champ sera annoté avec un point d'exclamation ou son équivalent avec gspecify, on peut imaginer qu'il y a un préprocesseur qui va transformer les annotations gspecify en informations de ce type dans le bytecode. Ça veut dire qu'on aura un accès qui sera plus performant et cumulé à d'autres améliorations comme les compact headers, project laden, stable values, etc. En fait, ils font un gros boulot d'amélioration de l'efficacité de la JVM en réduisant la taille de stockage des différentes valeurs, que ça s'aligne nickel au niveau mémoire, CPU. Et donc, progressivement, on va avoir aussi un gain en termes de performance quand ça sera géré au niveau de Java. Mon conseil, c'est n'attendez pas que ce soit géré parce que ça va prendre un petit peu de temps à mon avis. Et les concepts, ils sont compatibles avec ce qu'on a développé dans le cadre de gspecify. Donc gspecify, pour moi, c'est un bon segue pour vous amener à ce genre de choses quand ça sera géré par Java un peu plus tard avec des avantages additionnels en termes de performance. Voilà, je vous remercie et j'ai à peu près, je pense, 5 minutes pour répondre à vos questions.